Salut la gang, j'espère que vous portez bien malgré les circonstances. Pas toujours facile de se lancer, je vous dirais. Bon, breaking news pour ceux qui auront vu la vidéo avant de lire le MIO qui est envoyé à l'heure et ou le jour du cours. C'est la dernière semaine de cours. Je vous explique pourquoi. Bien dans le MIO, je vous le dis, là, mais si vous regardez la vidéo avant, sachez que j'ai fait un tri au niveau des notes de cours et ce qu'on va voir cette semaine, c'est vraiment ce qui complète l'essentiel pour que vous puissiez atteindre la compétence de ce cours-là. L'idée, c'est pas de vous botcher loin de ça, c'est pour vous fournir uniquement ce que vous avez besoin finalement pour compléter ce cours-là. On est rentré dans une étape haute là, où est-ce qu'on va voir les informations. Là, c'est que on n'est plus dans la comptabilité financière, on va être dans la comptabilité de gestion, pardon. Et on est ailleurs. Ceux qui vont faire ça, bien, parmi vous sont probablement des futurs dirigeants d'entreprise, des futurs cadres. Évidemment, si vous êtes technicien en tourisme, il serait peu probable que vous ayez à faire ça. Éventuellement, si vous devenez propriétaire d'entreprise, ben c'est des outils qui peuvent vous être utiles, mais dans le cas d'un ce cours-ci, n'est pas essentiel. Vous comprenez aussi que bon, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour vos autres cours, mais l'autre point de vue est de mon côté. Je vous dirais que vous savez sans doute que l'industrie touristique est un des domaines les plus touchés en ce moment. Je vous dirais que c'est pas facile. On est sans cesse sur des différents scénarios pour voir comment va se faire la prochaine année, parce que c'est probablement sûr qu'on n'aura pas de saison touristique, ou du moins à très faible rendement. Alors, ça me demande beaucoup de travail ce temps-ci, puis je vous dirais que je suis pas mal exténué. Alors, c'est pour ça qu'on va se limiter à cette semaine. Puis, ce qui m'amène à dire aussi je vais vous proposer plus tard la semaine prochaine, de voir si vous êtes intéressé à devancer l'examen final qui était prévu le 11 mai. Alors, au lieu de le faire le 11 mai, on le ferait le 29 avril. Alors, tout ce blabla-là, je ne veux pas être trop longtemps avec ça. Je vais aller à l'essentiel avec le cours. Et je vous informe par milieu pour ce qui est de possibilité de devancer l'examen, pardon, sinon le maintenir à la même date. Alors, ce sera le consensus de votre part qui fera qu'on se décide ou pas de faire ça. Alors, je suis à la page 184 avec les comptes spéciaux. Donc, on poursuit où est-ce qu'on était rendu la semaine dernière. Je vous dirais que pour les prochaines parties, plus de la lecture que des problèmes. Alors, c'est plus d'informations. C'est pas des choses sur lesquelles vous allez être évalué non plus, donc c'est plus l'information pour votre cours. Donc, on était rendu aux comptes spéciaux à 6.2. Alors, la première partie, là, les premiers paragraphes des comptes spéciaux, là, c'est ce qu'on a vu à la section 5. Finalement, les comptes spéciaux, c'est tous les autres comptes sauf les comptes d'encaisse. C'est des comptes qui, normalement, requièrent un peu plus de temps pour les changer en liquidité pour différentes raisons. Des fois, on peut avoir des placements temporaires. Donc, placements temporaires qui sont souvent plus d'un an. Et souvent, on a des dates d'échéance. Alors, à ce moment-là, vous comprenez que s'il y a une date d'échéance, vous avez besoin de liquidité pour payer des fournisseurs demain ou la semaine prochaine, c'est pas un moyen que vous pouvez recourir pour avoir des liquidités. Vous avez aussi les fonds d'amortissement qui sont des fonds qui sont prévus uniquement pour rembourser des dettes en particulier. Vous avez aussi des obligations qui sont des espèces d'actions finalement qu'une entreprise peut émettre et à ce moment-là ben, les détenteurs ou les émetteurs encore là ont une date d'échéance à respecter. Les comptes en fiducie deviennent intéressants. Bon, ça s'applique autant aux individus qu'au niveau professionnel, qu'au niveau des entreprises. Ben, au niveau des individus, ben, l'exemple que vous avez un grand-parent qui, quand vous êtes né, a décidé d'ouvrir un compte à votre nom, puis a déposé des sous au cours des années, dans le but éventuellement de, payer vos frais de scolarité. De façon professionnelle, souvent c'est une profession juridique, donc un avocat ou un notaire qui font ça. C'est pour un client, donc on prend un cas d'un héritage. Donc la personne est décédée, ça se trouve être le client de cet avocat-là ou ce notaire-là, puis c'est simplement l'argent de son héritage est mis dans un compte externe
et que c'est l'avocat ou le notaire qui va gérer un peu, selon les dernières volontés du défunt, comment cet argent-là va être réparti. Alors, c'est de l'argent qu'on ne peut pas toucher tant aussi longtemps que les modalités prévues au testament n'ont pas été appliquées. Enfin, pour l'entreprise, ben, il y a aussi, ça s'applique également. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un appel d'offres, puis on demande à des fournisseurs de nous fournir des soumissions, à ce moment-là, il peut y avoir des frais occasionnés pour les documents à recevoir pour la soumission. Alors, l'exemple qu'on vous donne, c'est pour recevoir des plans de devis, on demande un montant de 300 $ qui est remboursable lorsque le fournisseur l'entrepreneur va rapporter ces documents-là. Alors, cet argent-là, bien, ce n'est pas de l'argent pour l'entreprise qui sert à payer des dettes, mais plutôt de l'argent qu'on va être mis dans un compte particulier du fait qu'on va pouvoir rembourser à ce moment-là les entrepreneurs qui vont avoir déposé des soumissions pour notre projet. C'est dans la même perspective, je l'explique pas là, mais dans la perspective, pardon, l'entrepreneur qui va être retenu pour faire le travail, mettons que c'est construire un bâtiment, bien, il y a une caution qui est prise qui correspond habituellement entre 15 et 20% du montant. Mettons qu'on a un projet de 100 000 pièces, ben ça peut être entre 10 000 et 15 000 que l'entrepreneur fait un chèque et à ce moment-là, cet argent-là vous appartient pas à vous, mais est déposé dans un compte en fiducie pour que et elle sert c'est une caution, mais qui sert de précaution finalement. Le terme est caution, mais l'objet c'est une précaution. Si l'entrepreneur ne peut pas faire qui a été retenu, que vous avez accordé le contrat, ne peut pas faire le contrat, a du retard, des choses comme ça, ça va être pour vous, ça va être votre main prise sur lui pour justement compenser les frais que peut occasionner un retard ou sinon le fait qu'il ne peut pas respecter son contrat. Éventuellement, lorsque l'entrepreneur respecte son contrat, il est fait en temps voulu, bien, à la fin du contrat, à la fin de la construction du bâtiment, dans cet exemple-là, bien, cet argent-là, qui est un chèque qui est normalement déposé dans le compte en fiducie, est simplement remboursé à l'entrepreneur qui aura fait les travaux. Le compte en fidéicommis, c'est un peu la même chose qu'un compte en fiducie. Alors, en latin, ça veut dire confier de bonne foi. Je vous dirais que c'est pour protéger avant tout l'argent du consommateur. Et ceux qui utilisent le plus les comptes en fiducie sont les agences de voyage. Pour être clair, c'est qu'une agence de voyage, lorsque vous achetez un voyage, l'agent de voyage, vous le payez, vous payez le voyage, mais lui, il ne peut pas prendre cet argent-là tant aussi longtemps que le service ne nous est pas rendu. Donc, si au mois d'avril, aujourd'hui, vous voulez faire un voyage à l'automne, bon, c'est toujours possible d'en faire encore des voyages à cette date-là, mais pour l'instant, dans un cas normal, si vous faites un voyage à l'automne, donc vous achetez votre voyage immédiatement et vous le payez à l'agent de voyage. Par contre, l'agent de voyage prend cet argent-là, le place dans un compte en fidéicommis et ne peut pas le toucher tant aussi longtemps que vous ne faites pas le voyage. Donc, rendu à l'automne, vous faites le voyage, à ce moment-là, il y a un décaissement de la part de l'agent de voyage et il paye évidemment votre hôtel, l'avion, etc., etc. Et à la fin, il se paye sa commission sur le montant que vous avez versé. Alors, le principe de ça, c'est que l'argent n'est pas touché tant aussi longtemps que le service n'est pas rendu. J'ai fini cette section-là qui était surtout de lecture et je suis maintenant aux prévisions budgétaires. Encore là, on va y aller à l'essentiel parce que, évidemment, ce que je vous propose finalement, c'est que vous allez voir dans les pages plus loin qu'on a puis même sur Léa, j'ai libéré beaucoup de documents. C'est des outils que je vous donne. Si jamais vous êtes dans ce milieu-là, toujours, puis que vous travaillez au niveau financier, que ce soit un petit projet ou tout l'aspect financier de l'entreprise, ben, c'est des outils que vous pourriez éventuellement vous servir. Donc, à ne pas jeter. Donc, les prévisions budgétaires à la page 187. Vous avez, l'idée c'est que, bon, on vient un peu à l'idée du PODC que vous avez vu en gestion touristique, c'est-à-dire que vous devez planifier, organiser, diriger et contrôler vos activités d'entreprise. Okay? Alors, en faisant les prévisions budgétaires, vous touchez deux aspects du PODC. Vous touchez la planification en faisant vos prévisions budgétaires. Par contre, en établissant vos prévisions budgétaires, vous faites aussi un élément de contrôle que vous allez faire à la fin.
Dans un premier temps, je fais des prévisions budgétaires et dans un deuxième temps, bien, je viens contrôler si j'ai atteint mes prévisions. Donc, à chaque mois qui va passer, je vais voir dans quel niveau que je vais avoir atteint mes prévisions budgétaires qui sont habituellement réparties par mois. Donc, je passe mon mois d'avril, je regarde mes résultats, je les compare à ce que j'avais fait comme prévision au mois d'avril, et à ce moment-là, je mesure les écarts, puis j'essaie de trouver des explications. Si c'est en plus, tant mieux. Si c'est en moins, ben là, justement, il faut peut-être remédier à certaines choses pour corriger dans nos prochaines prévisions. C'est peut-être le temps justement de vous faire part d'un document qui est sur l'IA, qui s'appelle les objectifs SMART. Okay? Ce document-là, ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique pour faire des prévisions budgétaires, mais ça s'applique pour n'importe quel objectif que vous devez faire. Si vous avez un cours et vous avez fait un travail, qu'on vous demande d'établir des objectifs, l'idée des objectifs SMART est à retenir parce que cet objectif-là, contrairement à d'autres qu'on fait, ils sont mesurables et ils sont atteignables. Donc, nous, vous voyez la façon qu'on le formule, je vous invite à aller le voir d'ailleurs, c'est qu'on répond à certaines questions qui fait qu'on veut savoir qui, comment, combien, quand. Alors, et à ce moment-là, vous savez ces informations-là, vous êtes capable de mesurer l'objectif. Souvent, on fait des objectifs qu'on n'est pas capable de mesurer par la suite, donc qui servent plus ou moins à grand-chose. Si vous êtes capable d'établir un objectif et capable de le mesurer, à ce moment-là, c'est beaucoup plus efficace parce que lorsque vous allez avoir finalisé l'action et que là, vous voulez vérifier si l'objectif a été atteint, mais là, vous avez tous les éléments pour pouvoir le faire. Alors, je vous invite à aller regarder ça, puis c'est un genre de formulation d'objectif qu'on a à tenir compte quand nous faisons des prévisions budgétaires. J'en suis rendu au budget à la page 188. Alors, il y a plusieurs types de budgets. Évidemment, les budgets, c'est des états financiers, non pas réalisés, mais prévisionnels. On prévoit ce qui l'avenir d'une certaine façon. C'est un peu aussi associé au plan d'action. Si vous avez un plan d'action, évidemment, vous devez avoir un plan financier qui va avec ça, d'où les prévisions budgétaires. Alors, on les quantifie en unités, en dollars, et souvent, là, on les arrondit au dollar près. Là. À ce stade-ci, les prévisions, vous comprenez que c'est pas essentiel de mettre des sous parce que, évidemment, on n'aura pas à aller dans le détail. C'est seulement des prévisions. En bas de la page 188, vous savez, bon, on a un budget directeur qui se divise en différents budgets. Des budgets d'exploitation et des budgets financiers. Les budgets d'exploitation, là-dedans, on retrouve l'état prévisionnel des résultats, donc un état des résultats, mais en prévision, comme un état des résultats comme on a vu jusqu'à présent, mais en prévision, et aussi un état prévisionnel des bénéfices non répartis, qui est finalement l'état des capitaux propres, mais également en provision. De l'autre côté, on a des budgets financiers qui sont le budget de caisse, comme on a vu à la page 154. Alors, c'était une espèce d'outil. Et aussi des bilans prévisionnels. Pour le besoin du cours aujourd'hui, de la session même, on va se limiter au budget d'exploitation du côté gauche, c'est-à-dire les états prévisionnels des résultats et l'état prévisionnel des bénéfices non répartis. Sur ce, je mets une pause à ce cours-ci, à cette vidéo-ci, parce qu'on a atteint le temps limite, et je vous reviens pour la deuxième partie.